Merci à vous de venir pour ces groupes. Cette séance va être liée à la chirurgie de guerre chaque année, avec des sujets dont on a l'habitude de travailler, qui sont des sujets de chirurgie, de prise en charge des blessés de guerre. Mais aussi, alors actuellement, nous sommes en train de travailler en relation avec les états-majors sur un nouveau risque de conflit à haute intensité. C'est le mandat de l'Europe, c'est travail suivi depuis plusieurs mois. Et ces conflits, ce qu'on appelle l'hypothèse d'engagement majeur, fait qu'on doit nous aussi modifier nos prises en charge, nos procédures. Et ça va certainement amener à plusieurs choses. Ça va amener à des difficultés par exemple, pour l'évacuation des blessés, ce qui fait qu'on va devoir garder les blessés plus longtemps sur les théâtres d'opération, faire le gainage contrôle depuis le début jusqu'à la première phase jusqu'à la dernière phase. Donc ça va changer un petit peu les pratiques, nos enseignements. Ce qui va changer aussi, c'est la nécessité de déléguer certains actes chirurgicaux à des praticiens non chirurgiens. Et ces sujets sont actuellement étudiés et font l'objet de quelques communications aujourd'hui, en plus des sujets habituels. Donc, je vais appeler Brice maintenant pour commencer à nous parler d'un sujet qui nous interpelle aussi beaucoup. On nous demande souvent de la chirurgie cancérologique dans les armées. Tu vas nous expliquer ça. Brice, est-ce que tu as signé ton droit à l'image? Oui, non, je l'ai envoyé même par mail. Donc c'est bon, tu peux parler. Je peux parler librement. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Brice Magrin, je suis chirurgien digestif à Bégin, à Saint-Mandé, à un hôpital militaire de l'Est parisien. Et je vais essayer de vous convaincre, en tout cas, que, comme disait le général Valandreau, la chirurgie de cytoréduction et globalement la chirurgie oncologique lourde est pour nous actuellement le meilleur apprentissage à la chirurgie de guerre. On va voir pourquoi, du fait de ce qu'on vit actuellement. Et malgré ce que disent nos chers administrateurs, nos chers directeurs d'établissement, qui ne croient pas du tout à ce que l'on dit, parce que d'autres préoccupations. Ils pensent que nous devons plutôt faire de la chirurgie, de la hernie ou de la proctologie pour essayer de rendre nos HIA rentables et non pas de faire de la chirurgie lourde qui coûte de l'argent à l'hôpital. Je pense qu'ils se trompent beaucoup et que en fait, nous, notre but, c'est quand même de sauver les blessés sur le champ de bataille et c'est pas en faisant juste une hernie ou une cure d'hémorroïde qu'on arrivera à lui sauver s'il a une balle dans le foie ou dans le thorax. Alors, ce que je voulais dire en préambule, c'est que ces patients, ces blessés de guerre, finalement, c'est plus exclusivement l'apanage des chirurgiens militaires, parce que si on voit un petit peu sur les 10 dernières années, il y a des patients blessés de guerre qui peuvent arriver dans nos villes. On peut voir plusieurs exemples en Norvège en 2011, un pays qui est quand même relativement calme. Un fou furieux est allé faire un massacre sur une île. En bas, on peut voir Christchurch en Nouvelle-Zélande, là aussi, c'est un fou furieux qui a ouvert le feu dans une mosquée, et bien sûr Boston, et à Paris en 2015 et à Nice en 2016. Mais ces blessés-là, ils ont été blessés en ville et ils ont été amenés vers des hôpitaux qui n'étaient pas forcément des trauma centers. À Nice, les premiers blessés sont arrivés dans un hôpital pédiatrique, et donc le chirurgien qui était de garde, c'est un chirurgien pédiatrique, il a dû faire face à ces blessés-là, certes qui étaient un peu plus déjà des adultes, mais des vrais blessés de guerre, ou comme à Paris, où il y a eu 500 blessés, 130 morts, l'hôpital Saint-Louis, qui n'est pas un trauma center, qui n'est pas, normalement n'a pas d'urgence, a vu arriver des blessés par balle de Kalachnikov. Et donc tout chirurgien digestif maintenant, ou qui travaille en France, peut être amené à avoir ce type de blessés. Donc c'est pas forcément là aussi une réflexion pour les chirurgiens militaires, mais également une réflexion aussi pour les chirurgiens civils qui sont de garde, parce que souvent c'est les orthopédistes et les digestifs qui sont de garde. Et où qu'ils soient, il peut y avoir un fou furieux qui fait un massacre, et donc ils peuvent être amenés, même aujourd'hui, à avoir ces blessés. Et on va voir l'évolution un peu de la chirurgie, qui devient hyper spécialisée, et ça pose quand même quelques réflexions sur notre formation, qui est de plus en plus maintenant filialisée, et de se dire, mais quand on a ça, il faut quand même savoir faire. Alors qu'avant, les chirurgiens étaient très généralistes, maintenant on est hyper spécialistes. Est-ce que c'est bien? Oui, sûrement pour les patients. Est-ce que c'est bien pour tous les patients? Pas forcément. Et on va essayer d'en discuter. Donc la chirurgie de guerre, pour nous, oui, c'est notre ADN, c'est ce qu'on fait au quotidien, ce pourquoi on a été formé. Et la pratique de la chirurgie de guerre, ça nécessite de savoir faire un nombre de gestes assez importants, des gestes qui sautent, des gestes d'urgence, pas des gestes extrêmement fins. On ne va pas faire de la neurochirurgie naviguée, on va faire
voilà, de la chirurgie, de la neurochirurgie qui sauve, de la chirurgie thoracique qui sauve. Et en OPEX, il y a souvent que deux chirurgiens, un chirurgien dit du tronc, un chirurgien dit des membres, et ces deux-là doivent, et maintenant effectivement de plus en plus un chirurgien TT, classiquement c'est deux chirurgiens qui doivent savoir tout traiter. On sait que c'est des BCDR, c'est des blessés extrêmement graves, qui peuvent être atteints aussi bien de la tête, du thorax, des membres, que du pelvis, et donc avec des moyens extrêmement limités, comme on peut voir en bas, dans une antenne chirurgicale, il va falloir essayer de leur sauver la peau, et c'est parfois extrêmement difficile. Donc pour ça, il y a une formation dédiée à tous les chirurgiens militaires avant qu'ils partent en mission, ce qu'on appelle le CACHIAMEX, le cours avancé de chirurgie en mission extérieure, où on apprend globalement les gestes d'urgence au niveau neurochirurgie, thoracique, digestive, vasculaire et orthopédique. Et chaque chirurgien doit être capable, en gros, de faire tous ces gestes pour sauver la vie d'un blessé. Si le chirurgien est occupé, si l'autre ne peut pas le faire, on doit être en mesure de pouvoir faire ça pour sauver le blessé, car on voit bien que, vu les élongations qu'il y a, il n'y a pas un hôpital dédié à côté de ces blessés, et donc il y a des délais extrêmement longs d'évacuation, notamment vers des structures hospitalières dotées de plein de moyens, et donc on doit savoir, par des gestes rapides et efficaces, leur sauver la vie, avec toute une formation sur la classification de ces blessés, les notions de triage. Tout ça nous est enseigné pour se préparer à ces missions. On est entraîné personnellement, mais aussi on est entraîné en équipe, parce que c'est vrai que le chirurgien ne fait pas tout. Il faut aussi une équipe qui suit derrière, il faut que les infirmiers savent quoi faire, il faut que nos anesthésistes réanimateurs fassent aussi, comme nous, des procédures de damage control. Et le damage control, c'est plus que le damage control de chirurgie, mais c'est aussi le damage control resuscitation, c'est aussi le damage control des médecins sur le champ de bataille, qui ne doivent pas faire non plus n'importe quoi. Et donc, toute la chaîne, tous les personnels de cette chaîne logistique sont formés à ce damage control. Tout le monde parle le même langage et tout le monde s'entraîne ensemble, parce que si effectivement des gens ne savent pas faire, et si tout le monde ne s'entraîne pas ensemble, il y a des maillons qui peuvent sauter, et si un maillon saute dans cette chaîne, c'est le BCDR qui en pratique. C'est pour ça qu'avant chaque OPEX, nous bien sûr on est formés initialement, et aussi on est formés à chaque fois avant de partir en équipe, pour que dès lors qu'on arrive sur zone, on puisse mettre en place toutes ces notions. Alors, qu'en est-il dans la formation civile, puisqu'on est médecin militaire, mais en fait, on va à la fac civile, on fait les mêmes diplômes que nos collègues civils, et quand on regarde quelle est la formation à la chirurgie de guerre dans notre formation civile, alors c'est en train de changer, parce que justement, depuis les attentats de Paris, il y a eu des réflexions qui ont été faites, et on s'est rendu compte que cette formation était extrêmement pauvre. Nous, en tant que chirurgien digestif, on a une journée lors du DESC, on a maintenant une FST, mais qui est optionnelle, donc tout chirurgien digestif peut ne pas la faire. Il y a des classes qui sont limitées, toutes les spécialités chirurgicales peuvent la faire, les urologues, les thoraciques, donc il n'y a quand même pas énormément de places pour toute la France. Et ensuite, il y a d'autres formations plus ou moins bien, qui nécessitent un investissement personnel. On doit payer ses DU, c'est pas payé par la fac, c'est pas compris dans l'enseignement, avec des revenus plus ou moins longs. Elles sont globalement bien, mais c'est pas quand même assez. Et lorsqu'on a fait une petite étude avec professeur Honez ici, on a demandé à nos étudiants, via un sondage de tous les jeunes chirurgiens digestifs ou les chirurgiens en formation, civils et militaires, d'évaluer cette formation à la chirurgie de guerre. Alors, nous, les trois quarts nous disaient qu'ils ne se sentaient pas assez formés, malgré ça. Et malgré même les chirurgiens militaires qui avaient le CACHIAMEX, qui avaient aussi maintenant un CACHIMEX pour la chirurgie vasculaire, ne se sentaient pas globalement assez bien formés lorsqu'ils arrivaient sur les théâtres d'opération. Alors pourquoi? C'est comme je vous ai dit, c'est que heureusement, dans nos contrées, il y a peu de traumatologie, notamment de traumas pénétrants. On n'est pas en Afrique du Sud, on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont de la traumatologie pénétrante, ils sont beaucoup plus. Ils doivent faire face à ces malades. Nous, très peu, en Europe, en Asie, on a peu de malades comme ça. Et on a beaucoup de traumatologie, mais de la traumatologie fermée. Et là aussi, les pratiques ont évolué, on les opère plus, c'est que du traitement non opératoire, de l'embolisation, des gestes endoscopiques, tout ça. Et donc, du coup, on pratique très peu de traumatologie, y compris même dans des traumacentres. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'évolution de la pratique chirurgicale, c'est qu'on devient de plus en plus hyper spécialisé. Maintenant, un interne de chirurgie viscérale n'a plus à passer en ortho, n'a plus à passer en neuro, ne peut pas passer en thoracique, en vasculaire, et fait que de la chirurgie digestive. Et s'il se spécialise dans la chirurgie du rectum, il va être spécialisé dans les tumeurs du rectum, il va faire que ça. Donc certes, il va faire mieux que nous, mais si un blessé arrive qui est de garde sous CHU, qu'il soit avec un blessé avec une balle en foie, là, du coup, il ne saura pas quoi faire, il faudra appeler quelqu'un d'autre. Et autant les chirurgiens
avant savait gérer tout ça, était beaucoup plus généraliste. Autant maintenant, on se rend compte que des fois, même pour quelque chose qui est dans l'abdomen, ils sont obligés d'appeler un collègue, les chirurgiens pathologiques, parce qu'on ne sait pas faire, parce que comme ça pose vraiment un problème, même si une spécialisation est nécessaire pour l'amélioration des soins des patients. On sait qu'évidemment, le chirurgien digestif qui fait des œsophages toute l'année le fera mieux que celui qui en fait moins, même si là aussi on peut trouver des alternatives et des sortes de compagnonages pour que tout le monde essaie de faire ces chirurgies-là encadrées et que ce soit pas délétère pour les patients. Mais en gros, c'est un fait, on est de plus en plus hyper spécialisé. Et ça va à l'encontre des principes de la chirurgie claire. Et c'est un problème un peu pour nous, pour notre formation, pas trop initiale, mais surtout continue. Alors là-dedans, que vient faire c'est la chirurgie de cytoréduction. La chirurgie de cytoréduction, elle s'attache aux métastases péritonéales de différents cancers, que ce soit le cancer primitif du péritoine ou les cancers digestifs classiques, voire d'origine non digestive. Ça nécessite donc une laparotomie médiane et l'exploration de l'ensemble de la cavité abdominale. Il va falloir avoir le diaphragme, il va falloir mobiliser de façon complète à chaque fois le foie pour aller voir tous les recoins s'il n'y a pas des nodules de carcinose qui se cachent au niveau des veines hépatiques, en avant de la cave, tout ça, il faut à chaque fois faire ces manœuvres d'exploration, aller regarder les pipons, l'arrière-cavité des épipons, aller dans le pelvis, derrière la rate à chaque fois, parce que ce sont des zones de résorption du liquide péritonéal et la carcinose est fréquemment au niveau des coupoles, au niveau du pelvis. Donc cette chirurgie-là fait appel à toutes les spécialités digestives, urologiques, gynécologiques, digestives, hépatiques, pancréatiques, spléniques, et donc ça permet de savoir se débrouiller dans ces abdomens qui sont souvent déjà hostiles, parce qu'ils ont souvent déjà été opérés, les carcinoses arrivent après, et donc cette chirurgie de cytoréduction, quand je l'ai pratiquée au tout début de mon internat dans les hôpitaux parisiens, je me suis dit, tiens, c'est ça qu'il faut qu'on fasse pour essayer de se former, parce que c'est pas en faisant comme CIO qu'on va bien se former. Alors là, oui, c'est une laparotomie médiane. Nous, sur le champ de bataille, on n'a pas de cystoscopie, on est à l'extrême avant, et donc ce sera une laparotomie, et il faut savoir se débrouiller dans ces entroscopies et savoir un petit peu tout gérer si le décès a des éclats dans le pelvis et dans le diaphragme, voire dans le thorax. Donc du coup, je me suis dit, bon, ok, la chirurgie de cytoréduction, ça a l'air pas mal comme ça a l'air de remplir un peu les objectifs, mais il fallait aussi un peu le prouver. Au départ, je suis parti de dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait en mission, que font les chirurgiens français, anglais ou américains lors de leur déploiement de l'OPEX. Donc sur la gauche, c'était une jeune chirurgien émérite parisienne qui avait relaté tout ce qui avait été fait sur 100 blessés dans les rôles 2 et rôles 3 français sur les dernières missions, missions de l'Afghanistan au Mali. Et lorsqu'on regarde ces gestes, c'est des gestes de chirurgie damage contrôle classique, des gestes de réduction digestive, que ce soit de l'intestin grêle, de lobectomie, des gestes de colostomie, d'hémostase du foie, de rupture du diaphragme, de splénéectomie, de packing, parfois néphrectomie, des gestes également thoraciques, lobectomie, drainage thoracique, des chaînes vasculaires et bien sûr des stabilisations du pelvis par articulation. Voilà ce que devaient faire les chirurgiens militaires français sur une centaine de blessés. C'est un peu l'éventail. Si on regarde à côté les Anglais, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas de choses complètement différentes. On est à peu près dans les normes. C'est ces gestes qu'il faut savoir faire. C'est des gestes en urgence. Le tableau sur la droite, c'est ce que font les chirurgiens américains, mais là, tout compris. Parce que certes, on est chirurgien pour les urgences, mais il y a aussi des urgences non traumatiques. Et quand il y a 2000 soldats, il y en a un qui va faire son appendicite, il y en a un qui va faire sa rupture de kyste ovarien, une plutôt. Généralement, c'est maintenant, on a de plus en plus de transgenres partout. Il va falloir gérer des problèmes aussi complètement médicaux, l'hémorragie digestive, et donc le chirurgien qui est là-bas, qui est déployé, qui est souvent un seul, ça va devoir gérer les problèmes urologiques, gynéco, thoraciques et abdominaux. Donc, il faut un véritable savoir-faire de chirurgie générale. Donc je me suis dit, on va comparer un peu ce qu'on fait au niveau de la chirurgie d'urgence avec notre chirurgie de cytoréduction. Donc j'ai pris un petit peu sur la trauma basse, un registre des traumatisés. Je me suis dit, tiens, on est deux HIA parisiens, on va regarder un peu ce qu'ils font en traumato et ce que nous on fait en chirurgie de cytoréduction pour voir est-ce que ça colle bien, est-ce que c'est complètement illusoire de dire la chirurgie de cytoréduction c'est à peu près comme la chirurgie traumatologique. Et si on regarde sur 2 ans, on a pris 2018-2020, l'accueil des polytraumatisés, donc il y avait quand même 600 polytraumatisés, et sur ces 6
300 polytraumatisés, il y en avait 17 opérés de l'abdomen. Si on regarde leur série, c'est une série qui est relativement pas tout à fait comme les séries de Trauma Center parisiens, parce qu'il y a pas mal quand même de traumatismes ouverts. 51% c'était de la traumatisme ouvert parce qu'ils récupéraient des blessés, notamment de PEX, qui eux sont principalement des blessés par traumatologie pénétrante. Alors que un Trauma Center de la PFP classique récolte plutôt des traumatologies routières, donc c'est plutôt des fermées. Donc là, il y avait quand même pas mal de traumatologies fermées, ouvertes, pardon, par un feu ou en blanche. Et donc, quand on voit ces 600 polytraumatisés, 17 sont opérés d'abdomen, avec des gestes qui sont les gestes de chirurgie de damage contrôle classique, mais quand même 25 gestes chirurgicaux sur 600 polytraumatisés. Donc c'est quand même pas énorme au niveau de l'entraînement. Donc si on doit attendre 600 polytraumatisés pour en 17, c'est quand même le rendement est relativement faible. Donc c'est pour ça qu'on a lancé le programme de chirurgie de carcinose péritonéale et de chimiothérapie intrapéritonéale à l'hôpital Bégin. Donc je vous passe un peu la mise en place, parce que toujours nos chers administratifs ont quelques bâtons dans les roues, et d'amener la chimiothérapie au bloc opératoire. Ça m'a fait grincer plus d'un, ne serait-ce que la première fois où j'ai dû aller chercher la chimio à la pharmacie, parce que les brancardiers ne pouvaient pas transporter la chimio, donc je me suis dit, bref, il y avait plein d'écueils, mais on a quand même réussi à mettre en place ce protocole, et donc j'ai pris pareil 2018-2020. On n'est pas un centre qui en fait beaucoup, mais on a fait 60 patients, donc 2 carcinoses péritonéales. Et si on regarde beaucoup ce qu'on a fait sur 61 patients, parce qu'il y en a un qui est le deuxième chiffre, c'est pour ça que ça a 61 patients dans la colonne, et bien ça comprend les gestes classiques de libération de du foie, cholécystétomie, omontectomie, tout ça, de résection intestinale. Je vais vous passer un petit peu le catalogue. Et si on regarde un petit peu ce qui a été fait sur 60 patients, donc il y a eu 10 splénectomies, 94 gestes de réduction intestinale, 27 gestes de réduction du contrôle diaphragmatique, avec donc à chaque fois mise en place aussi d'un train thoracique, des gestes de résection hépatique, bon, généralement ce n'est pas des gestes de résection hépatique majeure, c'est jusqu'à la lobectomie gauche, mais pas plus, des gastrectomies, 20 gestes de résection, notamment sur des annexes, parfois aussi avec des gestes d'hystérectomie, et enfin 6 gestes urologiques. Et versus 600 patients de chirurgie traumatologique, il y a eu une splénectomie, donc vous voyez qu'il y a 10 fois moins de patients, on fait 10 fois plus de rades, donc c'est quand même un geste, la splénectomie, qu'on doit savoir faire avant de partir en enquête, parce que voilà, ça va sauver la vie du blessé au prix d'un geste qui n'est quand même pas excessivement difficile. Par contre, bon, il y avait des packings que nous on ne faisait pas en chirurgie de réduction, parce que c'est pas trop, c'est des chirurgies réglées, hein, donc là, le packing, c'est pas non plus excessivement difficile à faire, donc ça s'apprend. 12 gestes de régression intestinale, 3 hémostase d'élective du foie et une néphrectomie. C'est vrai qu'il n'y a pas de néphrectomie, on a fait une néphrectomie dans les gestes de cytoréduction, même si on en fait de temps en temps. Sur cette série, on n'en avait pas, mais on en fait des fois également. Donc voilà, donc le ratio, effectivement, on voit qu'il est quand même plutôt pas mal pour la chirurgie de cytoréduction, parce que ça permet quand même de faire pas mal de gestes de réduction qu'on peut être amené à faire en OPEX. Bon, là, c'était la statistique un peu de bas étage pour après pouvoir publier ça, mais voilà, globalement, on fait plus de splénectomie que dans un centre de traumatologie, plus de résection digestive, de gestes urologiques, et après pour le reste, c'est à peu près équivalent. Ce qui est bien aussi dans la chirurgie de cytoréduction, c'est que ça stimule aussi la réflexion, parce que autant quand on part sur une splénectomie gauche, on sait ce qu'on a à faire, c'est bien, sauf évidemment ce problème péropératoire, c'est toujours la même chose, on fait toujours de la même façon. Voilà. La chirurgie de cytoréduction, on sait que l'image n'est pas bonne, il faut s'adapter en péropératoire. Si on a une qui coince là sur les cliniques hépatiques, on ne va pas l'enlever, ça va changer la donne. Qu'est-ce qu'on doit effectivement réséter pour après lui permettre d'avoir une cytoréduction complète? Est-ce qu'on a assez d'intestin? Est-ce qu'on doit faire des gestes importants dans l'estomac plus le côlon? Tout ça fait qu'il faut s'adapter en péropératoire, ne serait-ce que même savoir à ce moment aussi lance la chimio, parce que si on a fait trop de réduction digestive, que l'index est trop élevé, il ne faut pas le faire. Donc voilà, ça stimule aussi la réflexion, de savoir s'adapter. En traumatologie, c'est pareil, on part sur un domaine, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. En plus, en mission, encore moins, parce qu'on a moins d'examens complémentaires. Donc il faut savoir aussi avoir ces techniques d'hémostase dans la tête, il faut savoir les changer. Tiens, ok, je suis parti pour ça, maintenant ça ne marche pas, donc je fais une fatigue. Si une fatigue ne marche pas, donc qu'est-ce qu'il faut que je. Ok, donc tout ça fait que je trouvais qu'il y avait également des similitudes dans ce raisonnement chirurgical. Et enfin, dans le travail en équipe, parce que c'est des malades qui sont lourds, des malades qui en réanimation, qui ont souvent des complications. Et donc là aussi, ça fait travailler tout le monde, les anesthésistes, les réanimateurs, même si c'est pas souvent le même à chaque fois, ça change, mais ça les fait travailler, ça leur fait des patients lourds, et donc eux aussi s'entraînent sur des patients lourds, parce qu'en OPEX, ils devront aussi gérer avec nous le post-op de
ces polytraumatisés, même si on essaie de les évacuer le plus rapidement possible. On a vu, comme disait l'autre, parfois maintenant on va peut-être avoir à les garder, donc eux aussi, il faut qu'ils sachent faire de la réanimation intensive de patients. Alors qu'en est-il dans les autres, un petit peu dans les autres pays je vous fais part de la littérature, mais au niveau des chirurgiens militaires américains, ils ont exactement les mêmes écueils, et leurs chirurgiens ne sont pas assez formés, parce que eux, en plus, leurs hôpitaux militaires ne sont pas toujours des trauma centers, ils soignent que les militaires américains, donc des jeunes en voie de santé, et aussi, eux, se trouvent pas assez bien formés, et commencent aussi à envoyer leurs chirurgiens dans des établissements civils pour qu'ils fassent de la chirurgie cancérologue, un peu qu'ils aillent dans les trauma centers civils pour aller faire de la chirurgie lourde, parce qu'ils n'en font pas assez dans leurs hôpitaux américains. Au niveau du Japon, c'est encore beaucoup moins de traumatologie, et eux, ce qu'ils ont fait une partie, c'est d'envoyer leurs chirurgiens dans des trauma centers en Afrique du Sud, où il y a beaucoup de traumatisés, même s'ils ne font pas grand-chose là-bas, ils disent nous on va faire ça, ils ont pris cette option, même si je trouve que ce n'est pas forcément une bonne option, parce que envoyer un chirurgien, comme on a vu, ce n'est pas que le chirurgien qui gère le patient de traumatologie, il faut toute une équipe derrière, certes le chirurgien formé, mais si les autres ne sont pas formés, ça ne servira pas à grand-chose. Et au Royaume-Uni, ils ont publié des études exactement comme les autres en disant qu'un interne de chirurgie digestive, dans 50% des cas, ne fera pas de geste de réduction hépatique, et dans 20% ne verra jamais une splénectomie. Donc il y a vraiment un problème de formation à la chirurgie traumatologique en général et en plus à la chirurgie de guerre, et ils sont tous en train d'essayer de trouver des solutions. Moi, pour ma part, je pense que effectivement Paul est du même avis. Pour nous, je pense qu'actuellement, le meilleur entraînement, c'est la chirurgie oncologique lourde, en termes de formation initiale et surtout continue, parce qu'il faut qu'on sache faire des gestes de réduction importants, des hépatectomies, des pancréas, des rectums aussi, parce que là, c'est des organes difficiles d'accès qui nécessitent des compétences chirurgicales, de gérer également parfois des hémorragies. Donc, vu un peu le faible rendement de notre trauma center, parce que voilà, c'est des biologies, il y a peu de traumatologie pénétrants, il faut qu'on arrive à faire ça, et la chirurgie de sauto-réduction, je pense que c'est un bon apprentissage à la chirurgie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Brice de parler de ce sujet qui m'intéresse particulièrement et qui va être aussi le sujet de deuxième communication. Je te propose peut-être de laisser la place au suivant, de rester sur place. Nous ferons les questions communes aux deux premières communications qui parlent toutes les deux d'activités transposables.